Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous voici à deux contre Bonsoir à tous. le Kraken, Luc Besson, avec son team d'auteur Angela. Alors, comment expliquer cette situation? Cette situation où nous sommes dans un duo. Il faut savoir, on est combien dans l'équipe, Manu, normalement? 5. Ouais, ouais. Exactement, nous sommes 5 normalement. Et nous finissons à 2. C'est terrible. Alors, ce soir, il y a un match du PSG, donc Marvin, voilà, on savait. C'est un match de Ligue des Champions. Mais, et il y a une autre absente qui fait qu'on ne traite pas le film qu'on devait traiter à la base. Très Qui important, change le programme. Alors, à la base, effectivement, comme dit Manu, à la base, c'était Tomb Raider, normalement. Le premier avec Angelina Jolie. Ouais, exactement. Et finalement, alors je vois qu'il faut juste que je fasse attention à un de mes filtres, je vais le modifier. Mais justement, en fait, le problème, c'est que, on se retrouve avec le second film qu'il fallait faire dans cette semaine-là, en termes d'actu. C'était donc du coup Angela, parce que Jamel Debbouze sort. Non, Jamel Debbouze, voilà, c'est Jamel Debbouze qui est en rôle titre sur un registre de film qu'il n'est pas habitué, c'est-à-dire quand il doit faire du drame. Mais peut-être que c'est ça qui nous fait le plus rire finalement, si on cherche quelque part, c'est là où il est le plus drôle. Mais voilà, donc on en est là ce soir à se battre. Je mange un wrap, hein, je suis désolé, j'avais faim en même temps. Hop. Bon voilà. Nous en sommes là. Salut Isa. Tout à fait. Oui, petit comité, Coucou. oui, tout à fait. Tout petit comité. Alors, oui, du coup, on devait être 3 et on se retrouve à 2 à cause d'un problème de train. Oui, voilà, en plus. Oui, la malédiction continue, effectivement. Donc voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà, nous en sommes. Voilà. Le live. Mais le live, vous inquiétez pas, il va tenir. Bon, posez votre fardeau, venez avec nous. Voilà. Bon, ça sera un épisode beaucoup plus court qu'à l'accoutumée. Parce qu'effectivement, quand on est que deux, tout de suite, ça va un peu plus vite. Mais vous avez toujours, bien sûr, votre contenu favori qui sera toujours là. Que ce soit le courrier du rando, ces trucs comme ça. En plus, ça tombe bien parce que ce qui est bien quand on est à deux, c'est qu'on peut, on a plus le temps de dire les trucs, quoi. Donc au moins, on sera pas embêté par des blagues de prout, même si effectivement, ça fonctionne toujours. Salut Alizé. Ou faire des coups de, voilà, faire des coups de vocaux, bien sûr. Venez sur le Discord d'ailleurs de Shitlist. Hein, c'est vraiment. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Voilà, c'est toujours un plaisir, c'est toujours du fun. Luc, je trouve que tu grésilles un petit peu ou c'est que Bob et je trouve que tu grésilles. Alors, je grésille dans le live ou je grésille sur Discord? Bah, tu grésilles sur Discord pour moi. Ok, il va falloir que je fasse gaffe. Dites-moi si ça fait des petits pets de son. J'aime bien quand tu dis petit pet. Attends, je vais déco et je reco. Est-ce que ça le fait toujours ou pas, Manu, de ton côté? Là, non, c'est plus clair. Ouais, voilà. Bon, putain, mais c'est un truc de ouf. Hein. Alors, salut Zodéric. Enfin, Bonjour. Bon, bah écoutez, on va se lancer directement. Ça grésille pas sur Twitch en tout cas. Bah, dites-nous après si le son est bon quand même, parce que j'ai quand même fait une modification concernant mon micro. À mon avis, c'était vraiment Discord, oui. Ouais, tu te souviens la semaine dernière qu'on a le serveur qui a lâché directement. C'était assez incroyable. Allez, on va pouvoir y aller directement. Hop. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie du film Mercato de Tristan Seguela, avec Jamel Debbouze en tête d'affiche qui incarne Driss, un agent à la dérive criblé de dettes qui a 7 jours pour trouver une solution sous peine de se faire péter les genoux, nous en profitons pour revenir 20 ans en arrière où Jamel avait déjà joué ce genre de rôle, dans son premier Ciao Pantin, où il incarnait un escroc mythomane au bout du roule. Un film qui se voulait romantique, tragique et onirique dans les rues de Paris, filmé en noir et blanc et réalisé lui aussi par un escroc mythomane, Luc Besson. Je suis Luc Le Guedec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Angela de Luc Besson mérite la shitlist, je suis accompagné du seul, de l'unique, puisqu'il est seul, Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mieux que nous. Ah ouais, nous sommes dans le mal le plus total. On l'a expliqué avant le live, mais effectivement on pourra l'expliquer. Bon, là on peut l'expliquer pour ceux qui écoutent le podcast, mais normalement le programme, techniquement ce jour-là, on devait enregistrer Tomb Raider, le 2 de Diane de Bont, à l'occasion de la sortie du film de Maria avec Angelina Jolie en rôle titre, et puis la ressortie vendredi des 3 jeux. Il y a 3 jeux, Tomb Raider, Angel of Darkness et tout ça là qui sont en ressortie. Et on a essayé dit,
En plus, on a Et puis Vesper pour dans faire la plaisir à Vesper. Voilà, on a Vesper dans la team, donc on peut faire un all-in, quoi. C'est vraiment la date, c'est parfait. Vraiment, toutes les étoiles étaient alignées. Puis, la malédiction commence. Vesper ne peut pas. Vesper nous dit, voilà, j'ai un problème avec le taf, donc je ne pourrai pas. Ok. Et c'est là où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est dans l'actu? Eh bien, il y avait Mercato, et je me suis dit, bon, la règle d'or, la règle 1, c'est s'il y a de l'actu, il faut coller à l'actu. Donc, nous voilà, ce soir, face à ça. Et donc, après, Marvin nous a lâché pour un match du PSG. Et puis, donc, on s'est dit à 3, mais on pouvait le faire à 3, finalement. Et non. La SNCF a encore frappé. Et nous, ça. Au moins, Marvin n'a pas vu le film, Mathieu a vu le film. Mathieu a vu le film. Il a fait un sacrifice énorme pour. Il l'a mal vécu. Rien du tout. Rien, absolument que dalle. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire pay F to respect to Mathieu, donc c'est-à-dire de lui envoyer des tweets de soutien, et des blue sky de soutien, des skits de soutien, pardon, des skits. Marvin proteste, mais Marvin gagne 3-0. Un PSG Brest, quoi. Bah ouais, en plus pour un PSG Brest, putain, mais qu'est-ce qu'il se fout de notre gueule, lui, en plus. Ah ouais, il le savait pas, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. C'est surtout qu'en fait, il a pas voulu parler d'Angela, mais je comprends, dès qu'on parle de cinéma, il a un peu de mal, hein. Il a tout de suite envie de s'envoler. Écoutez, on va continuer dans la lancée. Justement, parler de grands cinéastes. Manu, ta relation avec le cinéma de Luc Besson, c'est comment? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Non, c'est pas grandiose. Est-ce qu'on kiffe? Bah, écoute, j'ai grandi dans les années 90, donc il y avait à l'époque un certain attachement chauvin à Luc Besson et un certain nombre de films qui étaient relativement réputés. Alors moi, j'ai jamais accroché au Grand Bleu, mais dans ma jeunesse, j'avais un attachement pour Léon et Nikita, que j'aime toujours beaucoup. Alors je n'avais pas à l'époque toutes les problématiques de grooming à la fois du réalisateur et du personnage de Nathalie Portman dans le film de Léon, par exemple. Mais c'est des films que je trouve toujours relativement bons et que voilà, qui sont corrects. Et le cinquième élément, bah j'ai un peu baigné dedans à l'époque parce qu'il n'y avait pas grand chose dans SF à se mettre sous la dent. Bah ouais. Et du coup, le cinquième élément, alors, j'avais non plus pas conscience de toutes les inspirations, on va dire tous les vols de Luc Besson. Mais ouais, dès la fin des années 90. Ça, le vol, on y reviendra, c'est un sport. C'est incroyable. Ouais, c'est un truc, ouais. Dès la fin des années 90, Jeanne d'Arc, j'ai jamais réussi à finir le film. Mais j'ai jamais retenté depuis, heureusement, on l'a jamais fait dans Shitlist. Dès que c'est passé en mode EuropaCorp et toutes les Bessonades d'EuropaCorp, là, vraiment, je l'ai lâché. C'était vraiment trop pour moi, c'était nul. En fait, c'était de la prod nulle. Et j'ai jamais compris l'attrait. Alors, je fais partie des personnes qui considèrent que Valérian, c'est pas si pire. Ah, d'accord. Je trouve qu'il y a des trucs dans Valérian qui peuvent se défendre. Ça reste pas un bon film, mais il y a des trucs qui peuvent se défendre. Mais ouais, Angela, bah, en l'occurrence, à l'époque, le grooming des actrices de l'Est, ça commence à se voir. Hein. Actrice mannequin de l'Est. Et c'était un peu malaisant. Je l'avais jamais tenté avant aujourd'hui. Et du coup, je me suis fait, sous peine de ne pas pouvoir jouer à Marvel Rival, je me suis fait ça ce matin, enfin ce midi. Mais on va en reparler, c'était pas la plus grande expérience cinématographique, même si je m'attendais un peu à pire en vrai. Ouais, parce que c'est pareil, en fait, c'est la première fois que je le vois et c'est pareil, on m'avait survendu le truc comme quoi ça aurait été une giga merde. Alors, c'est nul, mais c'est vrai qu'il y a quelques plans quand même qui se tiennent, mais en fait, j'expliquerai, c'est des plans en fait qui sont volés, hein, clairement. Donc voilà, en fait, voilà, c'est juste que c'est les seuls trucs qui sont bien ne viennent pas de lui. Mais c'est un peu le cas dans tout son cinéma, à part peut-être la flamboyance du cinquième élément. Mais encore une fois, tu sais, il a eu un procès, enfin, c'était, comment il s'appelle, le dessinateur de BD de SF. Anki Bilal ouais, il avait tenté un procès. Ouais, justement pour le cinquième élément, pour montant qu'en fait il y avait trop de similarités avec ce qu'il avait fait dans ses travaux, quoi. Donc peut-être pas Anki Bilal, alors je sais pas, peut-être Mézières ou je sais pas. Bah si Bilal, c'est lui, c'est Anki Bilal. Oui, je sais ça, ouais. Okay. Ouais, ça c'est lui. Oui, il a piqué plein de monde de toute façon. Il y a plein de monde. Alors, film étranger. Je crois qu'il y a eu 5 procès. Il a eu 5 procès pour plagiat. Plus ceux qui n'ont jamais déclaré. Et puis il y avait cette histoire effectivement avec Jeanne d'Arc, qui était à la base un projet produit par Besson qui devait être réalisé par Catherine Bigelow. Ça aussi c'est un truc de fou. Parce que lui il a dit, il voulait faire passer Mila Jovovich, sa femme de l'époque, en tant que Jeanne d'Arc. Et Catherine Bigelow ne voulait pas et du coup elle a fait non, j'en veux pas. Besson s'est barré avec le projet.
entre guillemets, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de procès, tout ça, mais en gros, il a coupé l'herbe sous le pied de Catherine Bigelow en faisant son propre film, quoi. Donc c'est assez ouf, en fait, hein, son histoire, par rapport à Besson. Après, moi, ce que je pourrais te dire en relation avec Besson, c'est quasiment la même que toi, c'est-à-dire que c'est un réal que, en gros, j'ai adoré quand j'étais ado, en fait, que j'aimais beaucoup, le Cinquième Élément, Léon... après ses productions aussi, j'ai accroché. J'avais 14 ans, 13-14 ans. Moi, tu me fais Banlieue 13, tu me fais Danny the Dog. Bon, Banlieue 13, c'était déjà parti, moi. C'était déjà mais moi j'étais Yankee. pour moi. J'étais Yankee, Yamakasi et tout. On en a déjà parlé un peu dans Shitlist, mais Wasabi, putain, Wasabi. Putain, mais quel après, je suis plus vieux que toi, donc de base, c'est normal que j'avais passé ce stade à ce moment-là, quoi. Usa pose la question, justement. Que penses-tu de Wasabi? Est-ce que tu l'avais vu? Non. Et je l'ai toujours pas vu. C'est un devoir de vacances, ça. C'est un devoir de vacances, je suis désolé. Non, moi j'ai esquivé ce podcast-là, tu vois, par exemple, et non, toujours pas vu. Ah putain. Ah non, c'était incroyable. Après, voilà, ma relation. Après, bien sûr, en fait, le truc, c'est que Besson, c'est un excellent cinéaste populaire français. Le public, il peut avoir un public, en fait, vraiment, qui fonctionne. Mais pour un public de ceux qui n'ont pas vu, entre guillemets, les classiques, ou les réals dont il copie le travail. C'est-à-dire que quand tu vois finalement le travail qu'il a chouré, enfin les réalisateurs, quand tu vois du Scorsese, il choure à Scorsese énormément. Angela, il y en a pas mal. Hein. Rien que si tu prends en fait ce qu'il a chouré sur Angela, du Bresson, du Wim Wenders, même là du Terrence Malick ou du Kubrick sur Lucie ou des trucs comme ça, même le cinéma sud-coréen, parce que c'était à l'époque où c'était à la teuf là-dessus et Lucie était en production à ce moment-là. Enfin, quand tu vois tous ces cinémas-là, quand tu creuses un peu, en fait, quand tu revois un film de Besson, tu ne vois que un copieur en fait. Tu ne vois que un espèce de metteur en scène qui ne fait que citer des plans qu'il a chouré et souvent en plus il foire ces références là, quoi. Donc c'est ça qui est, tu vois, même Léon, c'est en fait quand t'as vu les films de Cassavetes, notamment Gilda, bah en fait c'est un rip-off de Gilda, quoi. Enfin de Gilda, non c'est Gilda, pas Gilda, la fille de Gilda. J'ai pas vu, mais Gilda c'est l'inverse en fait, c'est une tueuse à gages, on va dire, qui protège un petit gamin. Voilà, et c'est sorti 10 ans avant. 10 ans avant. En fait, je crois que son seul film où tu te dis que, à la limite, il a pas copié, ou il y a rien de. On va dire que c'est de l'original, c'est le Grand Bleu. Mais à part le Grand Bleu, c'est comme inspiré. C'est quoi, c'est 88 ou un truc comme ça, quoi. Ouais, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc. Voilà, enfin vraiment c'est complexe, quoi, Besson, mais en tout cas maintenant oui c'est nul. Bref, voilà, en fait c'est très alambiqué, c'est très téléphoné de dire ça, mais enfin il y a pas plus plan comme mise en scène, quoi. Quand tu vois que pareil il a essayé de refaire son rip-off de Nikita avec Anna, où c'est une sorte de John Wick, mais vraiment encore une fois je veux faire du John Wick avec une mannequin russe, mais j'y arrive pas parce que je ne fais que citer des plans que je ne sais pas maîtriser, quoi. Donc c'est compliqué en fait, Besson, quoi. Enfin c'est vraiment ouais, c'est plan, quoi. C'est toujours à la lisière du nul, quoi. Et vous voyez, ces productions après, bah ouais, c'était c'est vraiment purement années 2000, c'est n'importe quoi, c'est sous coke, enfin c'est terrible, quoi. Mais voilà, quoi. En plus d'être il a eu pas mal de procès. On parlait de procès de plagiat, mais il a eu aussi pas mal. Enfin, il a eu un énorme procès pour de agression sexuelle. C'était avec une mannequin belge. Où il a été rebooté parce que finalement il a été discharge de toutes les il a été lavé de toutes les accusations, mais il y a eu pas mal de rumeurs là-dessus aussi, quoi. Il y a pas mal de rumeurs, mais personne à part elle, en fait je crois que c'est la seule vraiment qui avait porté procès par rapport à ça, en fait, hein. Mais tu sens bien que même dans toute sa carrière, les femmes c'est quand même chez Besson c'est un délire, quoi. Chez Besson il y a un truc, quoi. Il y a un truc, quoi. Il y a vraiment un énorme. Enfin, il y a un kink. Il y a un kink, en tout cas. Il y a un kink mannequin ultra skinny. Il y a un kink là-dessus tout le temps. Plutôt jeune. Jamais trop. Enfin, plus de 30 ans, c'est foutu. Donc, non, il y a un kink. Il y a un kink qui passe à chaque fois, quoi. Et chacun ses kinks. Mais ça, dans un film, tu vois. Enfin, si ton running gag ou si on va dire ta politique des auteurs, c'est ça en fait, à chaque fois, ton trademark, c'est de mettre toujours une mannequin de 25 ans, de 25 piges, qui ne mange que des salades. Bon, au bout d'un moment, c'est pas terrible, quoi. C'est vraiment pas fou, quoi. En somme, c'est le prototype youtubeur. Ouais, non, mais pas que. Il y en a un qui lui ressemble énormément, physiquement et dans la mentale.
qui fait des podcasts et des vidéos. Enfin, vous voyez très bien de qui je veux parler, hein, mais ouais, c'est un peu le prototype de youtubeur des années 2010, Besson, un peu dans l'idée, quoi. Vraiment. Non, mais on va parler la semaine prochaine de David Lynch. Et David Lynch, il aime bien aussi mettre des jeunes femmes très belles dans ses films, sauf que il fait autre chose à côté, quoi. Voilà, c'est ça. Il amène du propos. Ah, mais lui, c'est qu'en fait. Il dessus, puisqu'il en parle dans la saison de Twin Peaks, il fait la remarque sur son personnage qui fait la même chose. Et, Vas-y, je t'ai perdu, Luc. Ouais, non, déco-toi de Discord. Attends, on va se déco de Discord. On revient. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Normalement, c'est mieux. Ouais, mais c'est un délire, ça, Discord en ce moment. Ouais, je sais, je t'entendais, t'étais en train de clamser. Mais oui, Enrico, c'est dans ce sens-là, ouais. Mais putain, je sais plus ce que je voulais dire, mais bref. Oui, en fait, David Lynch, oui. Alors, on va en parler la semaine prochaine, effectivement. On vous dira le film à la fin. Mais David Lynch, ce qui est bien, c'est qu'en fait, lui, il filme les femmes, il les filme tous. Enfin, toutes les femmes dans les films de Lynch sont superbes. Mais c'est de 20 à 77 ans. Même la femme à la bûche, il y a quand même un charme qui arrive à dégager, tu vois, dans Twin Peaks. Il y a un truc quand même assez énorme, quoi. Mais c'est un vrai travail, et puis c'est un vrai respect de ses personnages, quoi. Chose que Luc Besson ne sait pas faire, quoi. On en reparlera dans Angela, mais c'est compliqué aussi, quoi. On va pouvoir donc y aller directement, après cette longue intro, directement sur la bande-annonce. Mais avant de lancer la bande-annonce, bien sûr, soutenez-nous sur Patreon, le forfait à 3€ Shitlist Prime pour avoir l'épisode en avance sans coupure pub. Les tunas. Le forfait 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance plus les épisodes exclusifs, dont le dernier qu'on a fait c'était Craven. Mais bientôt aussi d'autres. Mode podcast. Là c'était Shitlist qu'on avait fait. Enfin c'était sur Shitlist Craven qu'on avait fait, mais on a fait aussi des épisodes Pic Cinéma exclusifs, notamment Nosferatu, dont on avait fait le mois dernier. Et bien sûr le forfait à 10€, la fame. Alors là c'est le remerciement éternel. C'est vous êtes nos stars. J'ai envie de dire, vous serez cités à tous les épisodes, en plus des bonus qu'on a indiqués. Alors c'est parti pour Angela. Angela, sortie en décembre 2005, tournée en 9 semaines dans les endroits les plus iconiques de Paris, coproduction entre TF1 et EuropaCorp, avec un budget de seulement 1,2 million d'euros. Écrit et réalisé par Luc Besson, accompagné de son acolyte Thierry Arbogast à la photographie, qui avait dernièrement été crédité en tant que chef-op sur Le Jardinier, porté par Michael Youn et JCVD. Je sais pas si vous avez vu ce Amazon Originals. D'ailleurs, Le Jardinier, c'était... non, je pensais qu'on avait fait une watch party, mais c'était pas sur... C'était pas cette Amazon Originals là, mais Le Jardinier, donc une comédie d'action avec donc JCVD et Michael Youn qui est sorti le mois dernier et qui a été éclaté par la presse et les spectateurs, bien entendu. C'est normal. Surprise. Alors qu'il songe suicide à cause de ses nombreuses dettes, André, interprété par Jamel Debbouze, rencontre par hasard Angela sous les traits de Rie Rasmussen, qui s'apprête elle aussi à se jeter dans la Seine, figurez-vous. Et ben écoute, Manu, c'est le moment. Je sais que c'est la première fois que tu as vu le film. Ouais, ça fait. Quelle a été ton expérience autorisante sur Angela? Alors, je vous cacherai pas que c'était ma première fois et que je l'ai faite en 1,20 parce que. Parce que ça dure qu'une heure et demie, c'était comme 1 heure et demie de ma vie. C'est colossal. Comme je l'ai dit en intro, c'était moins pire que je pensais, c'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de vachement plus putassier, moins dans la tentative poétique. Et je trouve que le film est mal branlé, mais qu'il tourne autour de quelques idées qui sont peut-être intéressantes. Alors, à l'époque, comme je le disais aussi en intro sur Luc Besson, le côté grooming de mannequin de l'Est, m'avait un peu repoussé. Alors, elle est suédoise. De toute façon. Elle est suédoise. Il y a quand même un, voilà, il y a une variante. Tu vois, il y a une variante quand même. Il y a une variante, mais pas dans la morphologie, pas dans le... ça reste une grande mannequin blonde, comme on lui connaît, on lui sait aimer. Donc ça m'avait repoussé des salles de cinéma, et de toute façon, vraiment, en 20 ans, j'ai vu Valérian au cinéma parce que j'étais à côté du Grand Rex à ce moment-là, et puis voilà. Mais c'est pas le réalisateur qui va m'attirer en salle, hein, on est d'accord. Jamel, j'avais un peu moins d'a priori parce que c'est un humoriste que j'ai bien aimé dans ma jeunesse, dans les années 90, début des années 2000, et que qui m'a jamais, c'est pas Gad Elmaleh, quoi. Il m'a jamais ça sorti par les yeux, il a jamais fait quelque chose que j'ai trouvé horrible. Et du coup, j'avais pas mal de curiosité pour le rôle, et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal.
Là où ça devient gênant, c'est que, alors tu l'as pas cité dans les plagiats, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils tentent de faire une sorte de Amélie Poulain du Cassos, quoi, un Ouais, petit un peu, peu, en noir un et peu, un blanc. peu. En interview, on lui disait souvent, bah, est-ce que c'était pas une tentative de faire un Amélie Poulain différent, en fait, souvent, Ouais, c'est ça, avec cette espèce de douceur poétique dans une vie un petit peu onirisme, dure, là, en ouais. l'occurrence, plutôt compliquée. Mais quand ça commence à partir en prostitution pour rembourser les dettes, ça devient malsain. Alors le film va Dynamité atténuer tout ça après, plus voilà, tard. derrière, ouais, avec un twist de merde. Mais ça reste bizarre dans le propos. Derrière, moi, il y a une scène en fait que j'ai trouvé bien, qui arrive à, je sais pas, plus de 2 tiers du film, qui est la scène où elle lui explique qu'il faut qu'il s'aime soi-même et que voilà, il se regarde dans le miroir et qu'on a un petit peu d'acting et je trouve que ça passe pas mal. À côté, Ouais. j'ai vraiment du mal avec le personnage d'Angela parce que l'accent en fait. Je trouve que dans son phrasé, de toute façon, ça fait que ça nous sort un petit peu du rôle. Ça donne une sorte de candeur au personnage, un côté plus enfantin, mais je sais pas. Il y a une dissonance entre justement Ça, le rôle du ouais, ouais, personnage et ouais. sa façon de s'exprimer. Problème de direction d'acteur, ça, je pense, clairement. Ouais. Je sais pas, ça doit être un minimum voulu parce que du travail de diction pour le personnage, ils auraient pu le faire, quoi. C'est assez commun pour des acteurs et Alors, des actrices. oui, mais moi je pense que ça aurait pas été trop. Non, enfin pour moi c'est pas déconnant si tu veux l'accent, c'est pas un truc qui me dérangerait si tu veux. Mais c'est le ton. Elle a un ton qui est off en fait par rapport à ce qui se passe. T'as l'impression qu'elle est. Alors peut-être que c'est. Alors je pense pas que ce soit voulu pour le coup, mais je sais pas s'il s'est dit que ouais c'est nickel, je change rien. Mais il y a quelque chose de off. Vraiment, il y a quelque chose de. Elle parlait un peu comme une charretière. Ah, donc elle lit. En fait, le problème c'est voilà, c'est les dialogues de Besson aussi. Tu vois, vraiment, parce qu'elle Aussi, ouais. parle vraiment comme, je sais pas, enfin, t'as l'impression d'être au PMU quand tu l'entends parler. Tu sais, dans sa diction, enfin, dans les mots qu'elle utilise en fait. Donc c'est plus un problème de dialogue et de direction d'acteur plus que en talent d'actrice. Après, c'est pas forcément une actrice exceptionnelle, mais elle a une présence, tu vois, du fait d'être mannequin et ça marche normalement en tant qu'ange. Mais c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est les dialogues pour moi, vraiment, clairement, là-dessus. Vas-y, je te laisse. Désolé de t'avoir coupé. Non, il y a aussi un autre truc qui m'avait un peu repoussé par rapport au film à l'époque, c'est que je suis pas fan de base de toute l'exploitation de la mythologie judéo-chrétienne au cinéma, tu vois, les films qui sont souvent plus américains parce qu'ils sont Oui, baignés oui. Dans la ils sont culture baignés catholique. Ouais. dans la culture et dans la religion. Ouais. Je suis pas fan du truc parce que je suis pas personnellement une personne très religieuse, mais je peux apprécier voilà dans des séries genre Supernatural ou autre, le lore c'est marrant, tu vois. Mais là, le tourner de façon un peu plus sérieuse, poétique, féerique, et en France, dans un pays qui s'est plutôt, enfin, pendant une période en tout cas, pendant un siècle, on va dire, ou un demi-siècle, s'était éloigné de cette culture judéo-chrétienne, justement, que je pensais, moi, disparu de chez nous, et en fait, non. Mais ça m'avait un peu repoussé, et je suis pas fan de l'imagerie, j'ai un peu l'impression de regarder les anges du bonheur, tu vois. Genre, l'ange, elle a sa mission, elle est censée repartir après, et puis on nous met une problématique de l'attachement au personnage et des choses comme ça. Et avec une reprise totale du cinquième élément, avec l'amour comme élément central au milieu, à la fin, tu vois. L'amour qui nous sauve, l'amour qui L'amour, nous dévie de notre destin, normalement. voilà, Enfin, qui est le cinquième élément. ouais, voilà. Non, d'une façon générale, je trouve que la photo est belle. Je trouve que, voilà, alors il n'y a pas de fulgurance de réel, alors que c'est une occasion totalement manquée parce que Bah oui. il y a des endroits déserts de Paris qui sont filmés qui pourraient être magnifiques, mais il en fait rien du tout. Il n'y a pas de plan large, de beaux plans larges, de beaux plans d'édifices ou de choses comme ça. Alors, je sais pas si t'as remarqué, Même la moi, scène sur la Tour Eiffel, voilà, c'est gâché. des plans d'extérieur. Je sais pas si t'as remarqué, il y a certains plans d'extérieur avec de la lumière et tout qui font très casino de Scorsese. Ouais, et je trouve que ouais. c'est les moments où je me dis putain c'est stylé. Mais ouais, je me suis un peu fait chier quoi. En plus d'avoir été emmerdé pendant une partie du film sur la problématique de la prostitution, mais je me suis un peu fait chier. En plus cette scène est vraiment, folle. C'était pas si pire, mais j'ai un peu l'impression que c'est un film qui est quand même construit autour d'une ou deux scènes pensées en avance pour l'effet qu'elle va avoir, l'effet poétique, et qu'ils ont construit 1h30 autour de ça, que c'est un peu beaucoup, quoi. C'est un peu beaucoup. Ça aurait pu être un bon court-métrage, je sais pas. Ah, court-métrage ou pub, mais court-métrage, oui, ça pourrait fonctionner. En fait, tu as raison sur le point où il y a une scène, à mon avis, qui a construit tout le film autour, c'est la scène du miroir. Ouais, je pense, ouais. C'est pour ça que c'est celle qui marche, en fait. Parce que c'est celle aussi qui fait parabole au Luc Besson qui a plus de 40 ans et qui se remet en question. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
C'est vraiment, c'est ça, tu vois. Pour moi, c'est Luc Besson qui se dit putain, je suis nul, je suis moche. Je sais pas, un peu quand même le syndrome de l'imposteur. Ce qu'il est, hein, réellement, pour le coup, ce qu'il est. Mais c'est un peu la remise en question que tu peux avoir à 40 piges, 45 piges, de dire est-ce que la vie que j'ai menée, elle valait, ou j'étais toujours sur le droit chemin selon mes valeurs, en fait. Et là, c'est vraiment ça, dicté dans la bouche de Jamel Debbouze. Et bien sûr, c'est une ange représentée par un mannequin magnifique qui te dit non, tu es magnifique, tu es parfait, tu es beau. Voilà. Enfin, c'est lunaire. Enfin, tu regardes ça, tu fais, mais mec, ta thérapie, voilà, stop. En plus, il y a la belle projection de sa vision binaire, mais en disant de façon positive, tu es une femme. Au personnage de Jamel, genre, soit en accord avec la femme en toi. Ouais, parce que tes traits principaux sont féminins. Enfin, bref. Ouais, ça m'a un petit peu fait souffler, mais... Ah bah il y a beaucoup de choses qui font souffler dans le film, il y a des plans très significatifs, très iconiques. Genre le plan, alors je sais que Mathieu l'avait partagé dans le groupe, mais ça m'a fait rire. Le plan où... avec la statue, et la statue, avec voilà. Les ailes... Ouais, tu sais, genre, ok, c'est bon, on l'a, c'est bon, t'inquiète, on a compris. Non, mais c'est... Un peu quand ça sort les vraies ailes, c'est dégueulasse. Voilà, c'est ça en plus, ouais. Non mais c'est... laisse tomber. Alors, c'est la première réalisation de Besson en 6 ans, après Jeanne d'Arc en fait. C'est vraiment le petit film qu'il voulait faire, donc un petit peu d'introspection sur sa propre vie, sur sa propre expérience, qu'il voulait faire avec, en ayant quand même en 6 ans, il n'a pas chômé, dans le sens où il a monté sa boîte réellement EuropaCorp, et dans le sens qu'il a vraiment mis en marche sa boîte pour faire des prods. Donc on a eu plein de films, on a eu Le Transporteur, Hong Bak. Souvenez-vous donc Bak. Si, c'est avant EuropaCorp, c'est 98. Ouais, c'est au moment où il l'a monté. C'est le moment où il l'a monté. Ouais, d'accord. Le moment où il commençait à faire son rôle de producteur. Et là, la machine, début des années 2000, ça a été lancé. Hein. On a eu Banlieue 13, enfin, il y a eu plein de films en fait. Il y a Makassi, tout ça, qui ont fonctionné. Et dont il a filé les clés en fait à chacun, ses potes en fait, ses potes d'école ou ses potes qu'il a croisés durant sa carrière. Ensuite, donc il avait ça, il a monté la cité du cinéma, donc qui était un peu la Cinecittà de Paris quoi en fait, des studios pour tous les tournages. Il l'a eu jusqu'en, je crois que c'est en 2018. Je crois que c'est après Valérian qu'il a dû revendre ses parts parce que justement Valérian a été un four. Il a dû revendre en fait les parts, mais c'est lui qui a monté la cité du cinéma. Bon, si on peut dire qu'il y a un truc qu'il a bien fait, c'est ça en fait, c'est parce que ça a aidé énormément la production. Mais il a taffé sur ce genre de choses. Là-dessus, c'est bon voilà, il a quand même aidé la sur prod. Valérian, il y a de l'ambition, tu vois. Dans le film, il y a de l'ambition technique au moins. Il y a un truc fou, mais qui est encore une fois très enfantin, pas maîtrisé. Ça, c'est un peu comme Arthur et les Minimoys. Je veux dire, faire un film d'animation purement européen, je veux bien, tu vois, il y a pas de problème, tu vois, c'est super. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une manque de discernement, quoi. Enfin, il y a pas de garde-fou derrière pour dire attends, on pourrait le faire autrement, pas aussi beauf que t'es en train de le faire. Arthur, en l'occurrence, j'ai vu que le premier. Mais. C'est avec le méchant, attendez, de souvenir, c'est le méchant Reggaeton qui. Je l'ai vu à l'époque. Hein. Et il y a une histoire, enfin, il essaie de pécho l'héroïne, enfin, la petite Lilliputienne. Ouais. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ouais, mais c'est nul. c'est ça. Moi, j'ai pas vu le 2 et le 3. Je suis pas allé jusqu'à là. Effectivement, le premier, j'ai vu. En fait, j'étais en train de me dire, quand je faisais Peak Gaming, là, je me suis dit... mais je trouve ça plus inoffensif que les lives enchaînés de EuropaCorp dégueulasses, quoi. Oui, bien sûr. Moins putassier. Mais je m'étais dit, putain, pendant un live de Peak Gaming, peut-être que je les ai tous vus, en fait. En train de me dire, j'avais plus Angela pour platiner. Mais en fait, j'ai recherché, et en fait, non, il me manque, je crois, 5 films à peu près pour platiner Luc Besson. Dont Arthur et les Minimoys. Et aussi Jeanne d'Arc, que j'avais pas vu, pour le coup. Et Malavita, en fait. Je pensais avoir vu Malavita, mais je l'ai jamais vu, en fait. Oui, il y en a plein que j'ai pas vu. Mais même des vieux, tu vois. Subway, je l'ai même maté, pas. Subway, c'est pas mal. Subway, en vrai, c'est pas mal. C'est kitsch. Faut s'accrocher, mais c'est pas mal. Franchement, en vrai, c'est pas mal. Mais ensuite, alors, qu'est-ce que j'avais sur les trucs ? Ah oui, voilà. Alors, selon les dires de Luc Besson, dans différents médias, il a commencé à écrire le film dans le milieu des années 90, en fait. Mais il y a un truc aussi, comme je te disais, c'est toujours aussi dans une optique de récupérer des chefs-d'œuvre du cinéma et essayer de se les faire à sa sauce. Donc, en fait, il y a un film dont, clairement, on peut dire qu'il y a une parenté. Quand on regarde Angela, c'est Les ailes du désir de Wim Wenders, qui, pareil, a encore une histoire d'ange, mais à Berlin.
à Berlin, et les sujets en fait sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que tu suis quelqu'un qui est en introspection, qui est un peu dans la merde, et qui va en fait step up grâce à l'intervention. La même chose à Los Angeles avec un ange aussi. Si, tu dois avoir ça avec le. C'est pas Brad Pitt? Putain, attends, c'était quoi? Il y a un truc avec Brad Pitt là-dessus. Il y a un truc avec Brad Pitt. La Cité des Anges, non? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Je m'en souviens plus de ce film. Mais on peut aussi penser, putain, La vie est belle de Capra aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs là-dessus. Cité des Anges, ouais, dit Mathieu. Ouais, Mais c'est ça, la Cité des Anges avec Nicolas Cage, ouais. Et Joe Black, Joe Black aussi. C'était ça que je cherchais. Il y a aussi un film français avec Daniel Auteuil et Vanessa Paradis. Je sais que c'est John qui en avait parlé. Ah, ça me parle. C'était, je sais plus c'était quoi le film, mais j'ai regardé pour le coup ce film parce que je l'avais jamais vu. Et effectivement, ça chope pas mal de trucs d'Angela. Enfin, Angela chope pas mal de points. Ah, c'est La fille sur le pont. Ouais, je l'ai regardé. C'est pareil, il y a pas mal. En fait, c'est un film qui est tourné en noir et blanc avec Auteuil et Vanessa Paradis qui est sorti en 99 et c'est pareil. C'est extrêmement. Il y a pas mal de similarités. Tu fais, mais putain, mais c'est pas possible quoi. Enfin, en fait, il va choper plein de références comme ça que si t'as déjà vu les films, en fait, tu vois dans son film et tu vois que c'est fait moins bien fait. Il y a aussi beaucoup de. Alors, vu que c'est du noir et blanc, il y a très peu de films français, je veux dire, dans les années 90, 2000, on fait le noir et blanc. À part un film. La haine. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de plans de la haine qui ont été pécho. Il y a un plan de la haine, en fait. Il y a un style de film, de façon de filmer qui est très la haine, ouais. Et t'as le truc, il y a un plan à un moment donné où t'as un plan sur Rie Rasmussen qui est assis sur une chaise, un peu à la Sharon Stone dans Basic Instinct. Et derrière, en fond, t'as une espèce de banlieue. Et donc je me suis dit, ah ouais, putain, ça y est, ok, je vois l'image, je vois ce qu'il veut nous dire. Et en même temps, ça fait extrêmement penser à la laine de Kassovitz, quoi. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Tu fais, putain, mais mec, il y a un peu d'originalité, putain. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, mais c'est pas possible qu'il a, en fait, dans les interviews, qu'il dit que c'est une idée originale et tout ça. Parce qu'en fait, c'est tellement blindé de trucs en fait qu'on a tous vu. Mais Les Ailes du désir, Vivander, ça a super bien fonctionné, tout le monde connaît quoi. Et il a eu l'audace en fait de faire la même chose version parisienne quoi. Donc c'est ouais. Après, il a dit qu'il avait choisi effectivement le noir et blanc pour donner un effet de décalage. Ça, je peux comprendre l'effet de décalage que tu peux avoir sur les lieux communs parisiens. C'est-à-dire vraiment de faire un truc onirique. Enfin, c'était onirique hein, forcément, mais je trouve que ça fonctionne bien, tu vois, avec le lore parisien. En vrai, alors ça fait peut-être trop pub de parfum, ça je peux le comprendre, mais je trouve que, ouais, et c'est très iconique, moi je trouve que ça fonctionne, sauf qu'effectivement, moi c'est plus... Alors la lumière, je peux rien dire, à la limite, pourquoi pas, enfin, ça va, tu vois, pour le noir et blanc, mais c'est assez, par contre, c'est vraiment les plans, pour moi, il y a très peu d'inspiration, c'est extrêmement pas travaillé, puis bon, après, le jeu d'acteur, enfin, Jamel Debbouze et tout, enfin... Moi, j'y arrive pas, tu vois. Jamel Debbouze, comme toi, enfin, je pense que le côté humoristique, si tu veux, moi, ça a marché sur quelques sketchs, sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, tu vois, il marche bien. Mais le personnage en lui-même a tendance à me saouler. À me saouler dans le sens où c'est le gentil, voilà, qui est toujours là à faire le clown et tout. Moi, non, ça me fait... Enfin, il y a un moment donné, il y a une limite, tu vois, je me dis... Enfin... ok, il peut avoir, je pense qu'il a énormément de crédit de sympathie de la part du public, et ça se voit, parce que j'avais regardé... alors, je vous le conseille d'ailleurs de regarder cette interview de Thierry Ardisson pour la sortie du film Angela, où il y a Jamel Debbouze et Rie Rasmussen sur le plateau. Enfin, c'est un moment de gêne incroyable. Hein. Ça dure 20 minutes, j'en ai tenu que 10. Mais c'est quelque chose à faire. C'est une expérience sensorielle à faire parce que ça montre aussi. La sortie d'Angela, justement. En fait, non, mais je veux dire, les questions qui étaient gênantes, les réponses, Question, mise en contexte, arrivée de Jamel Debbouze, blague insistante de la part de Laurent Baffy, les questions contre Thierry Ardisson qui veut toujours mettre... Ah oui, c'était dans cette émission-là, d'accord, ok, je vois. Ouais, c'était sur France 2 à l'époque. Et j'ai pu le tomber, je vois. Et tu vois, enfin moi, Jamel, voilà, ok, il peut avoir le crédit sympathie, mais il me saoule. Enfin, il me saoule, des fois, il y a des moments, voilà, c'est pas possible, quoi. En fait, c'est vrai que Besson l'a choisi pour son côté pitre en fait, encore une fois, pour faire essayer le Ciao Pantin pour dire alors, regardez, derrière l'homme qui fait rire, il y a des failles. En fait, le truc du Ciao Pantin, c'est vraiment un truc commun, quoi. C'est un truc qu'on connaît dans le cinéma français parce que Coluche l'a fait donc avec le film Ciao Pantin et ça vient de là l'effet Ciao Pantin, donc d'avoir un acteur ou une personne publique qui est plus
plutôt dans le registre de la comédie qui fait un truc plutôt sombre. Alors Chao Mais Pantin, c'est un truc international, hein, c'est pas que français ça. Ouais, mais c'est que... le truc Chao Pantin, le mot Chao Pantin, ça vient de chez nous. Enfin, vraiment de dire il fait son Chao Pantin, c'est vraiment cette expression-là. Effectivement, il y a plein d'acteurs outre-Atlantique qui l'ont fait, hein, même à dire dans le range de sortie d'Angela, il y avait Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc Jim Carrey qui est un peu le pitre, qui fait un rôle dramatique. Mais là, ouais, c'était vraiment Robin Williams avec le septuple disparu. Voilà, exactement. Eddie Murphy. Après, Robin Williams, le cercle du poète disparu, je suis pas fan, mais j'aime beaucoup Photo Obsession. Je sais pas si tu l'avais vu, Photo Obsession, où il joue un psycho. Mais mais c'est les grands rôles qu'on retient, c'est les rôles où il est pas comique. Ouais. Bah Flubber, tu te souviens? Non, bah personne se souvient. Bien sûr, je me souviens de Flubber. Mais oui, après, il avait fait Insomnia aussi de Nolan, mais c'était vraiment bien. Ouais, très bon film, Insomnia. Mais le côté, voilà, là, Besson dit, ouais, il va faire son Chao Pantin, il va montrer qu'il a des failles et tout, sauf qu'il sait pas jouer. Enfin, Jamel Debbouze n'a jamais été un acteur. Il a été un pitre, il a été un humoriste, il a été un comédien, mais il n'a jamais été un acteur. Et là, ça se voit, et j'ai peur pour Mercato. Je me dis, mais comment il va s'en sortir, même en étant maintenant quarantenaire, presque cinquantenaire. Le registre dramatique, il faut un minimum de talent, ce serait téléphoné, mais bon, je vais dire quand même le mot de talent. Il faut avoir une bonne direction d'acteur aussi si tu veux que ton acteur sorte les tripes. Le seul moment où il sort ses tripes, entre guillemets, c'est la scène du miroir, parce que quelque part, ça peut marcher avec tout le monde en fait, la scène du miroir, parce que t'es en face à toi-même, forcément, ça fait toujours quelque chose. Mais là, après, pour le reste, c'est chiant, il est pas drôle, enfin, il n'y a pas d'émotion. Tu vois André, il galère. Mais tu te dis, mais c'est normal que tu galères. Enfin, en fait, t'as l'impression de voir, en fait, juste Jamel Debbouze, la version de Jamel Debbouze, si il n'avait pas été repéré. En vrai. Pour moi, ça aurait été Jamel Debbouze, le mythomane, l'escroc, s'il n'avait jamais été repéré. Enfin, pour moi, il joue pas, en fait, quelque part, quoi. Donc, c'est un peu dommage là-dessus, quoi. C'est un peu dommage, c'est une occasion manquée, mais bon, voilà. Alors, et lui, après, il l'a dit, hein, de toute façon, Debbouze, que c'était un exercice difficile pour lui, parce qu'il n'était pas à l'aise aussi non plus avec cette image-là, en fait. Lui, il aime faire rire les gens, il aime faire passer du bon moment aux gens, voilà, c'est un entertainer. Mais il n'est pas là pour essayer de faire pleurer les gens. Mais il a quand même, en fait, le truc, c'est que ce qui est assez bizarre, ce qui est assez chelou dans son approche, c'est que d'un côté, il dit, c'est pas pour moi, je suis pas quelqu'un qui est dans le drame. Mais en même temps, il va accepter de bosser avec Besson. Parce que, en fait, il va accepter de bosser sur Angela spécifiquement, mais en fait, c'est encore une fois, Besson à l'époque, cette dernière réalisation, c'est 5e élément, Jeanne d'Arc. Même si Jeanne d'Arc n'a pas vraiment fonctionné, ça reste quand même un truc assez impressionnant pour un Français à l'époque. Il se dit, putain, c'est un grand cinéaste français, forcément, je vais dire oui. Pourquoi je dirais non, finalement? Donc je vais y aller, quoi. Donc il y a de ça en fait, mais malheureusement, encore une fois, c'est vraiment une occasion manquée, quoi. Et puis le choix de casting de Rie Rasmussen, c'est assez drôle et même un peu triste quelque part, parce que tu ne vois que le trope de chez Besson de faire un casting pour un personnage féminin, de prendre un book dans une agence de mannequins et d'essayer de trouver un peu la vibe de sa meuf du moment. Sauf que là, pour moi, Rie Rasmussen, c'est une Mila Jovovich. Mais le truc, c'est qu'en fait, avec Mila Jovovich, ils se sont séparés dans les années 2000. Ils ont divorcé à cette époque-là. Elle s'est remariée avec un grand cinéaste. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du mari de Mila Jovovich. Grand cinéaste. Un grand cinéaste. Cherchez sur Google, vous allez voir. On a traité beaucoup de ses films. Voilà, un amoureux du cinéma, très clairement. On va encore en parler prochainement, encore de cet amoureux du cinéma. Mais son meilleur film. Putain, ouais, son meilleur film. Enfin, soi-disant son meilleur film. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu. J'ai jamais vu Event Horizon. Mais je l'ai vu en mode M6 22h30 à l'époque, tu vois. Ça devait être quand même quelque chose. Non, moi, son meilleur film, c'est Les Trois Mousquetaires 3D. Je ne change pas. Ah, c'est vrai que j'adore ce film aussi. Pour le moment. Oui, Pitié, bon ouais, Paul Thomas, le vrai Pitié, ouais, effectivement, ouais, le réalisateur avec Mark Wahlberg. Putain, j'ai oublié le titre. Enfin, Mélancolia et tout ça, quoi. Oui, ce réalisateur-là, c'est un incroyable réalisateur. Mais en fait, ouais, Rie Rasmussen, pour moi, elle a été choisie, elle a été castée pour son physique, clairement. Son physique de top modèle très grande, très fine, pour faire l'ange, en fait, très simplement. Sauf qu'effectivement, alors, après,
Rie Rasmussen reste quand même une mannequin complète, dans le sens où les mannequins de haut défilé, généralement, c'est quand même des meufs qui proviennent des classes bourgeoises, qui ont été élevées dans les classes bourgeoises, donc qui ont de l'éducation. Et en fait, elle, c'est quand même une tête, faut pas déconner, parce qu'en fait, elle est quand même réelle à la base. Elle est monteuse, elle fait pas mal de choses en fait dans le cinéma. Elle a réalisé des courts-métrages avant de faire Angela. Elle a réalisé des... c'était très chopé de Bergman, c'était très persona dans l'idée. Mais quand même une grosse culture, de grosses références et surtout un talent, une certaine éducation qui fait qu'elle était quand même assez calée cinéma quoi. Donc elle se retrouve dans ce projet, elle dit oui parce que bon finalement dire pareil, tourner avec Besson, un grand réalisateur européen, tu fais oui. Mais après il y a ce qui est assez drôle, c'est que dans les différentes possibilités, parce qu'elle était quand même un peu la cinquième roue du carrosse dans ce que voulait Luc Besson, parce qu'à la base, son projet date de milieu des années 90, quand il l'a pensé. Il l'a pensé au départ, effectivement, avec pour Mila Jovovich, qu'il a passé ensuite à Uma Thurman, qu'il a passé ensuite à Angelina Jolie. Angelina Jolie qui n'était pas encore passée, disons, ultra star avant son mariage avec Brad Pitt. C'est à ce moment-là qu'elle avait pété justement en termes de superstar quoi. Donc il y avait toutes ces actrices là avant quoi. Et même Sarah Forestier pour un truc. Oui, il y avait Sarah Forestier aussi qui était pensée, parce qu'elle était mannequin aussi, qui est passée actrice. Donc il y avait du people en fait, il y avait du monde, mais il a pris donc Rie Rasmussen qui parle français. Qui quand même qui comprend et qui parle le français, mais effectivement peut-être avec un accent et quelques mots qui peuvent foirer, mais encore une fois je dis dans ce genre de film, moi à la limite si les dialogues étaient bien écrits, il y aura pas eu de problème quoi. Enfin clairement, c'est pas ça demandait pas non plus un jeu de fou. Alors ce qui est assez impressionnant et dans mes recherches j'ai halluciné, on va commencer déjà avec le box-office français. Le film s'est planté, il fait moins d'1 million d'entrées en 2005, okay. C'est nul, c'est à chier. Vraiment. Mais bon, il a été rentable parce que le film n'a coûté qu'1,2 million. Il a fait au total 9 millions. Donc concrètement, il a quand même été rentable pour Besson et EuropaCorp. Maintenant, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, donc le film a fait. Ils ont poussé le film à Sundance. Donc le film était en diffusion à Sundance 2007, afin d'essayer justement de percer dans le marché américain. Et en fait, il a eu quand même une micro-exploitation dans les cinémas, on va dire, d'auteurs américains. Donc, il a eu $200 000 d'engrangés. Bon, c'est pas énorme, mais en même temps, il n'y avait pas un range de salles qui diffusaient Angela aux États-Unis. Par contre, tous ceux qui l'ont vu et tous ceux qui le regardent encore, les Américains, kiffent Angela. Genre, je vous laisse regarder. Non, mais sans déconner, regardez la note Letterboxd. Regardez la note IMDb, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. C'est incroyable. C'est un monde parallèle. Les mecs sont là en train de dire putain, c'est magnifique, c'est tellement beau. Le noir et blanc est incroyable. Baguette, fromage, saucisson. Non, mais c'est ouf. Enfin, j'ai vu les critiques, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Enfin, on vit pas dans le même monde. Et en fait, toutes les critiques négatives, ou toutes les notes, en fait. Il y a des personnages qui fument à l'écran, c'est sexy pour eux, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et bah oui, voilà, c'est comme dit Starflord, c'est, tu vois, un film en noir et blanc, absolu de cinéma, quoi. Pic cinéma, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'es là, ok, super. Et, bah ouais, c'est un peu l'effet Paris, ouais, effectivement, mais y a vraiment une communauté, vraiment, enfin la communauté, on va dire anglophone, cinéphile, kiffe le film. Genre, pour moi, c'est un très mauvais film. C'est un très très mauvais film, Angela. Enfin, y a rien, on mange rien, on trouve ça ridicule. Au pire, on trouve ça insultant. Ça peut arriver parce qu'on parlait de la scène où justement à un moment donné Angela est utilisée comme prostituée pour régler les dettes. Enfin c'est par elle-même, elle dit moi je vais t'aider, t'inquiète, je vais dans une boîte, je vais engranger plein de mecs, je vais engrainer plein de mecs dans les chiottes pour qu'ils viennent me niquer contre je sais pas 500 €, un truc comme ça, et avec Jamel derrière qui est derrière le bar et qui est en train de se dire mais qu'est-ce que je fais, je suis vraiment nul, il a des remords. Et puis après t'apprends genre plus tard dans le film qu'en fait elle tabassait les gens, elle endormait les mecs en fait, et par contre, après, la question que je me suis toujours posée, c'est où est fouté ces mecs ? C'est une question logique. Mais bon, bref, je suis arrivé à un moment donné où tu poses même plus la question, tu fais bon, ta gueule, c'est magique, on avance. Mais voilà, enfin, c'est assez bizarre en plus comme morale parce que je fais une blague là-dessus, mais en même temps, derrière, je vais la dynamiter en assumant pas trop, mais un peu quand même. Enfin. Ouais, bon bref. Et après, effectivement, Jamel qui a prostitué donc du coup un ange tombe amoureux de cet ange et à la fin,
on fait l'amour, enfin on est amoureux, voilà, vive l'amour, Paris, magique, tout ça. Mais voilà, enfin c'est aberrant quoi. Enfin, c'est vraiment aberrant. Mais pourtant les Américains ont aimé quoi. Et Sony, putain, mais c'est vrai que même Sony a acheté les droits d'exploit. Enfin pas enfin il avait les droits d'exploit aux États-Unis, mais surtout ils ont acheté le droit pour faire un remake américain. Mais ça, tu vois, ça m'étonne pas. Parce que c'est QQ américain dans le scénario en fait. Et ça n'a jamais été fait. Mais effectivement, en fait, le remake, je pense qu'effectivement, ça aurait été avec. Je sais pas comment ils se seront démerdés parce que un remake comme ça, tu le fais pas aux États-Unis, tu le fais encore à Paris, mais avec des acteurs différents, des acteurs anglophones. Mais c'est pareil, qu'est-ce que tu vas faire avec des acteurs anglophones à Paris, un ange, enfin bref, c'est compliqué quoi. Enfin, j'ai pas compris pourquoi le move en fait de faire ça quoi. Mais t'imagines putain non. Oui bah ouais, c'était avec Intouchable, Untouchable. Non non. Je regarde le truc après qui me faisait marrer. Ouais, c'est le repas avec la lévitation du cendrier, c'est terrible. Il y a peu de travelling, ça bouge pas trop. Ouais, c'est tout un. Ouais, pareil, oui, effectivement, c'est pareil dans les dialogues. C'est vrai que vu que Jamel André, en tout cas, va interagir avec des gens dont il a des dettes, c'est toujours très cliché. Hein. Même les criminels ou la pègre, on va dire la pègre parisienne. C'est toujours, ouais, enfin, c'est toujours des lieux communs, c'est toujours des mots, des gardes du corps de l'Est qui va te péter la gueule si tu payes pas, tu vas te péter tes rotules, enfin, ouais, c'est bon, on l'a déjà vu, quoi, enfin, c'est pareil, enfin, t'es toujours là en train de te dire, putain, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Après, c'est juste le côté, je pense que de mettre autant la pègre en avant, c'est aussi le côté, le poisson hors de l'eau de l'ange qui va en fait interagir avec ça et tu vas voir ce que en fait un ange fait avec la pègre. Enfin, ouais, enfin, il y a très peu d'intérêt, quoi. C'est extrêmement plat, c'est chiant comme l'appli, quoi. Donc, donc voilà, quoi. Ah ouais, ah putain. Comment il s'appelle le nain dans Game of Thrones? L'acteur. Peter Dinklage. Ouais, voilà. Et on me dit dans le chat que ce serait lui pour Angela. Non, c'est méchant. Mais voilà, enfin, après, j'ai rien d'autre à dire sur le film. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire, mais voilà, non, quoi. J'ai tout donné. J'ai tout donné, ça m'a saoulé, c'était chiant. Je trouve que ça mérite même pas la haine, tu vois. C'est pas. Lucie mérite notre haine. Là, c'est un peu inoffensif, quoi, je trouve. C'est extrêmement inoffensif. Et c'est pareil, j'ai été surpris par les réactions des gens dans le sens où c'est la pire des merdes, c'est horrible. On faisait souvent référence. Ouais, déjà on a vu bien pire, bien plus offensant, on va dire, entre guillemets. Mais et puis c'est la politesse de durer 1h30, déjà, comme tout bon mauvais film. Mais c'est surtout que, tu sais, il y a le podcast Par la Montluc, qui est donc tenu par Benjamin, Daniel et Stéphane. Donc ils font le commentaire audio de chaque film, en fait, de Luc Besson. Étrange concept, mais j'accepte. Et ils avaient fait, du coup, Angela. Alors, j'avais pas écouté, mais ce qui paraît, voilà, en gros, c'est... ils l'ont défoncé. En fait, pas mal de gens ont suivi en disant ouais, c'est vraiment la pire des merdes et tout. C'est nul à chier. Mais c'est pas quelque chose qui va me faire dire putain c'est horrible Angela, genre non, plutôt mourir que de regarder Angela. Non, en fait, enfin c'est plat quoi. Enfin. Je préfère remettre Angela que Lucie, hein, largement. Oui, parce qu'il dure moins longtemps. Et il est moins con. Et peut-être moins con. Débile, hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, clairement, c'est shitlist, mais shitlist en mode tu balances comme ça, tu vois, tu fais voilà quoi, tu fais allez, va à la poubelle, va à la poubs. Bon, j'imagine pour toi aussi. Oui. Voilà. Ouais. On va pas se battre. Un package réalisateur dans la shitlist. De toute façon, on va pas se battre, ça sert à rien. Voilà, on a dû se faire ce film parce que Jamel Debbouze fait son Ciao Pantin. On le remercie pas non plus. Merci d'avoir pris ce projet pour qu'on parle d'Angela. C'était nul. Plus jamais. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Et on va pouvoir passer au courrier du Randos. Le courrier du Randos, c'est votre moment pour parler du film. I have seen better days. I have seen better days, hein, comme nous dirait. Alors, c'est quel personnage de Marvel Rivals qui dit cette phrase déjà? C'est Vanda. Scarlet Witch. Pardon, c'est la Vanda. Et donc, on va parler bien sûr de recommandations, les petits jeux de la semaine et bien sûr le courrier des auditorices. Alors, donc, dans le courrier des meufs de Shitlist, donc il y en a eu une qui a dû se taper ça un samedi matin avec un grand plaisir. C'est Marie-Clémentine, bien entendu, qui nous dit
Deux bonnes idées sur le papier, une chute à l'écran, l'ange versus Angel 01. Rasmussen est aussi mignon qu'agaçant, car sans profondeur, une suite de clichés se voulant absurdes et drôles au profit d'un format conte mal exploité. Un joli pari vide en noir et blanc, des ailes du désir raté. Effectivement, là-dessus, on est d'accord. Popu Karacha nous dit non, ce film est vraiment pas mal. On sort de ce qu'on nous propose d'habitude Besson dans un film plus intimiste qui mérite d'être salué par la prestation Ça, c'est des un peu acteurs vrai, mais et actrices. ça mérite pas quand même. Non, mais faut pas déconner non plus. Le film est pas mal. Non, non, il est nul le film. Non, mais arrêtez de pousser. Calmez-vous. Solidus nous dit oui, 200% c'est un sous Amélie Poulain, ce qui est vrai, on l'a noté. Où Besson fait une espèce de thérapie du style le monde est méchant contre moi, mais c'est pas grave car je sors avec une mannequin trop bonasse. Effectivement, il devait sortir encore avec une mannequin trop bonasse, hein, effectivement à ce moment-là, mais il nous fait chier quand même d'avoir fait cette introspection nulle. Luc Besson mérite la prison, mais je ne suis pas sûr que ce soit la question de Queen. Non, ce n'est pas la question, mais effectivement, peut-être qu'il mérite la prison, oui, sans aucun doute. John Chevrier nous dit fable consternante, façon mix bâtard entre la fidue sur le pont et les ailes du désir sauce Marc Lévy. Le tout emballé comme une mauvaise pub. Yves Saint-Laurent, tout est con dans le Besson pour qui les anges déçus se font des filles de l'Est péripatéticiennes dans un pari de cartes postales du shitlist royal. Effectivement, merci John. Oui, c'est vrai qu'en plus, putain, j'avais complètement zappé sur les plagiats. Il a perdu un procès contre un plagiat. Il y a une seule fois où un plagiat, en fait, il se l'est pris dans la gueule. Non, la malédiction. Non, c'était Lockout. C'était par rapport à Escape from New York. C'est Studio Canal qui avait porté le procès, donc le film de John Carpenter. Et effectivement, il a gagné. Enfin, c'est surtout Studio Canal. Hein, John Carpenter derrière, il avait rien capté, il s'en foutait. C'est juste Studio Canal qui a porté plainte. Et lui, il a reçu un chèque en retour, John Carpenter, sans avoir rien fait, sans avoir rien dit, quoi. Vas-y, Schuld. Donc, Lockout, voilà. Donc, c'était là-dessus. Alors, lecture, donc, on va regarder vos courriers, bien sûr, vos courriers bien sympathiques. Alors, par rapport au dernier épisode, donc, tu es sur Captain America. Benoît nous dit, revu à l'occasion du passage dans Picklist, et si on passe pas un mauvais moment, c'est quand même assez fou de se dire que dans le référentiel MCU, cette production se place dans le premier tiers. Ça laisse une idée du reste pour lequel je n'ai aucun affect, même si certains films sont divertissants. Comme d'habitude, vos commentaires à tous sont éclairants, et les takes incroyables. Aujourd'hui, ce sera, entre guillemets, ta mère dans le soleil pour moi. Merci pour l'épisode et les recos. Mehdi Benabé nous dit, sinon de la balle comme toujours, et Mathieu fait du bien. Arthur nous dit, super émission comme d'habitude, presque trop courte. J'aurais aimé que Vesper soit là pour donner son avis. Clément nous dit, le nerd lecteur de comics en moi avait adoré le film à l'époque, j'ai beaucoup hésité à le revoir par peur d'être déçu, mais vos podcasts m'ont montré qu'il était intéressant parfois de déboulonner nos anciens avis. En aucun cas, changez rien, et surtout pas le banger de générique. Enfin, quelqu'un qui aime le générique de Pix Cinéma, ça fait plaisir. Et vivement le prochain film chroniqué. Alors, Stackno nous dit, ouais, effectivement, oui, Luc Besson mérite de recommencer en boucle une partie de GTA 4 en permadef. C'est pas assez méchant pour lui, c'est pas assez méchant. Pour le moment, vous savez en plus où j'en suis, ça va, c'est plutôt tranquille, je suis en confiance. Alors, on va faire le jeu de la semaine. Alors Manu, tu es seul. Tu es seul face à ta connaissance. C'est cool. Alors, le top des meilleurs films de Luc Besson, selon Sens Critique, notre site adoré. Alors, on va commencer à la 10e position. J'avais oublié, mais je l'ai vu. Mais j'avais oublié qu'il l'avait fait. C'est une adaptation de BD au cinéma. Pas Valérian du coup. Non. Adèle Blanc-Sec. C'est Adèle Blanc-Sec. Je sais pas le nom total, mais je pense que c'est la seule autre BD qu'il a adapté. C'est l'aventure extraordinaire d'Adèle Blanc-Sec, effectivement, avec Louise Bourgoin, la pauvre qui est tombée dans ce traquenard. Abyssal. Là, pour un film vraiment très très nul, celui-là, il est au top. Vraiment chier. C'est terrible. 9e position, c'est encore une BD. Valérian du coup. Ouais, c'est Valérian, effectivement. 8e position, ce n'est pas une BD, Mathieu. Mais c'est adapté d'une histoire. Mais laquelle histoire ? Jeanne d'Arc. Effectivement, c'est Jeanne d'Arc, donc c'est bien l'histoire de la France qu'on parle. 7e position, ça parle... Alors, ça parle, non, je veux dire, c'est... Il est dans la liste, ça c'est vrai que c'est très rare pour sa part, mais il est dans la liste des meilleurs films primés au César. Le Grand Bleu ? Non, c'est pas le Grand Bleu. Subway peut-être ? Je l'ai pas vu, mais ça ne pas. C'est Subway, effectivement, ouais. En 6e position... Oh putain, il était dedans. Les meilleurs films avec David Bowie. Il était dans ce film. Putain, je suis même surpris. What ?
Ah, je te jure. Je vois les meilleurs films avec David Bowie. Mais est-ce qu'il faisait pas le doublage? Attends. J'ai regardé. C'est Minimoy Arthur Ouais, c'est les Minimoy, mais je suis en train de regarder pour David Bowie. Parce que t'as dit doublage, hein, sinon je l'avais pas. Ah, oui. Oh putain, oui. Il double quoi? Double le chef des Minimoy? Mais il y a Snoop Dogg aussi dans la version américaine. What? Il y a Jimmy Fallon. Il y a Madonna. Il y a Mia Farrow. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais c'est ouf. Attends, Starcast. Mais attends, David Bowie il fait lequel du coup? Il fait le méchant. Il me semble qu'il fait le méchant, ouais. Eh, c'est ouf. Mais la thune qu'il a dû dépenser. Il y a Robert De Niro, s'il te plaît. C'est un film en anglais à la base, Minimoy? Je sais plus si je l'ai vu en français ou en anglais. Non, c'est un film européen. Mais pour la localisation anglaise, enfin anglophone, ils ont foutu le paquet. D'ailleurs, Arthur est doublé par le gamin qui fait, tu sais, le gamin autiste qui est médecin, qui est une grande série là. Ah oui, d'accord. Dans Good Doctor. Exactement, dans Good Doctor. Lucie en 5ème position. Putain, pourquoi je te l'ai dit en plus? Excuse-moi, c'est la fatigue. Mais non, Lucie en 5ème position. Ouais, il est quand même assez haut. Hein. 4ème position. Il est noté dans les meilleurs films sur la beauté masculine. Ça, c'est ça. Le Grand Bleu. Ouais, exactement, c'est le Grand Bleu. Yes. Alors, hop. 3ème position. Tu vois que le film, il est quand même marqué. Il est marqué dans son temps, celui-ci. Les meilleurs films avec Jean-Hugues Anglade. Est-ce que tu arrives à capter? Ouais, putain, c'est bien joué. Ouais, bien joué. J'ai dit, j'aime bien Nikita. Ah ouais, bah. Mais il est pas mal classé, hein. Il est pas mal, même en termes de notes, il est pas mal remonté. 2ème position. Les meilleurs films avec Mai Wen. Le 5ème élément, c'est la chanteuse. Oui, Ouais, ça c'était vraiment bâtard, hein, parce que c'était au moment en plus où il se séparait de Mai Wen. Vraiment l'enfoiré. Là-dessus, du coup. Et le top of the top, il est quand même à 7,4 sur 10, hein, c'est ouf. Hein. Il est noté dans les meilleurs films sur la rédemption. Léon. 7,4 sur 10. M'étonne pas que Léon soit premier. Putain. Je pense que c'est son meilleur film, mais... Bah, en fait, c'est son film. Enfin, je suis pas fan de ce film, mais c'est son film le plus iconique et surtout le plus reconnu Gary Oldman, international. il est incroyable. Ah, ouais, c'est Gary Oldman de l'époque hein, aussi. Hein. Il faisait toujours des rôles absolument lunaires, enfin, de mecs vraiment extrêmement lunaires et colériques, quoi. 5ème élément aussi, d'ailleurs. Oui, aussi, ouais. Ah ouais. Ah bah c'était. Bah, pour Besson, c'était vraiment son petit top hein, pour faire le méchant, quoi. Il l'a pris 2 fois, ouais. Donc, mais bon. Donc ça, c'est fait. Et on va passer, bien sûr, aux recommandations culturelles. Manu, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Mon chat qui s'amène. Bonjour. Non. Bonjour, Yacht. Ce sera le tome 1 de Chine Zéro de Mathieu Babelet et Guillaume Singelin chez le label 619, donc un label de Rue de Sèvres en BD. Tome 1 sur 3 d'une réinvention des Super Saiyan, Power Rangers, tout ça, dans un monde où des kaiju ont envahi la Terre des années 30 aux années 90 et où les humains, enfin l'humanité a mis en place des programmes contre ça, donc pour transformer des humains, enfin leur donner des pouvoirs, des choses comme ça pour se battre, et après des programmes de mecha. Et dans les années 80, enfin en 95, le dernier kaiju a été terrassé par un super robot. Et depuis, aucun kaiju n'est arrivé. Et le programme des Super Saiyans est tombé en désuétude et a été repris par des entreprises privées qui maintenant utilisent des applis pour recruter des Saiyans pour des jobs de merde de sécurité. Donc en gros, c'est de la ubérisation du job de Super Saiyan. Et on suit un groupe de 5-6 jeunes qui font staff justement pour faire leurs études, essayer de gagner leur vie en parallèle, et qui sont un petit peu des losers de banlieue, et qui vont faire une coloc pour essayer de survivre dans un monde un peu compliqué. Et voilà, essayer de faire leur vie tout simplement, tout en ayant en parallèle l'un d'eux qui essaye de voir s'il n'y a pas un complot derrière la disparition des kaiju. Et le tout sur fond de misère sociale et d'abandon des systèmes de santé et de choses comme ça, quoi. Donc c'est entre la tranche de vie et l'hommage au Super Saiyan, c'est très fun. Alors Babelet Singelin, je vous en ai déjà parlé au moins de Singelin pour
Frontier à l'époque, je vous en ai parlé en recommandation. Mathieu Bablès et Shangri-La, Carbone et Silicium, un certain nombre de BD qui ont gagné des prix et qui sont plutôt très reconnus. Le label 619, c'est un gros label de BD indépendante française. Et là, c'est l'association des deux est assez parfaite. Alors, c'est Bablé à l'écriture et Singelin au dessin. C'est très sympa, c'est format manga, un peu plus gros qu'un manga quand même, mais plus petit qu'une BD classique. En noir et blanc avec des touches de couleur pour les différents Saiyans. Et vraiment, c'est très très fun et ça donne envie de lire la suite, quoi. Il y a des losers en costume et des géants qui attaquent la ville, des trucs comme ça, c'est cool. Ah, ça me donne envie. Donc c'est Super Sentai, c'est ça hein? Non, c'est Shin Zero, le nom. Shin Zero, donc il y a 3 volumes pour le moment. Attends, t'as lu le premier? Non, il y en a un seul et il y en aura 3 en tout. Ouais, ok, ça marche. Donc ça, tu l'avais chopé. Le premier est sorti il y a 3 semaines donc. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Ok, donc Shin Zero. Et c'était quoi le label? Parce que le label, il me dit un truc, effectivement, parce que... Label 619, Frontier, Mutafukaz. PTSD, Shangri-La... Ouais, Mutafukaz, ouais, en effet, ouais. ces trucs-là, quoi. Ouais, ok, ça marche. Donc, merci Manu. De mon côté, en fait, on en avait parlé déjà cette série. Enfin, on l'avait évoqué, c'était What We Do in Shadows. J'avais vu la première saison, mais j'avais oublié qu'il y en avait 5 autres derrière. Et en fait, je me rends compte des Super Saiyan et c'est Super Sentai, mais... Ouais, c'est ça, c'est Super Sentai, ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas capté qu'il y avait d'autres saisons de What We Do in Shadows, en fait. Et je suis en train de les rattraper, en fait, actuellement. Ouais, ça s'est fini il y a pas longtemps, ouais. Ouais, c'est fini il y a pas longtemps. Parce que en fait, j'avais fait la première saison, j'avais fait le film et la première saison, qui a l'intelligence de ne pas reprendre en fait exactement le film. Ouais, ça fait un truc parallèle, ouais. Ça fait un truc parallèle parce qu'on les voit en fait, les mecs du film à un moment donné dans un jury, qui est extrêmement drôle. Enfin, c'est en fait cette série donc c'est The Office striptease appliqué dans une maison de vampires, dans une coloc de vampires en fait. Et enfin, comme vous pouvez pas en penser, hein, c'est complètement fou, c'est complètement con. Et c'est très ancré effectivement dans le lore des monstres, des grands monstres de littérature du 18e et du 19e quoi. Et c'est extrêmement drôle. Ça applique parce qu'en fait, du coup. je suis à la milieu de saison 2. Et effectivement, okay. Donc c'est vraiment une coloc de vampires qui sont à côté de New York, dans une banlieue new-yorkaise, et qui ils essayent de vivre en fait comme ils peuvent quoi, mais c'est vraiment des gros débiles quoi. Enfin ils sont attachants quoi, ils sont vraiment sympas, mais et puis t'en as ils sont à Staten Island non? Ouais c'est ça. Ils sont à Staten Island. Et ce qui me fait rire, c'est il y a un vampire particulièrement qui me fait rire, c'est le vampire qui chope l'énergie des gens. Colin Robinson. Le comptable, le mec engueule le comptable et qui dès qu'il parle, il fait chier tout le monde et en fait c'est comme ça qu'il se nourrit. Il se nourrit de l'ennui des gens. C'est incroyable. Enfin, ce vampire me fume de rire à chaque fois avec ses interactions avec les autres. Ils sont un peu plus fantasques, ils sont un peu plus, disons, des vampires plus tradis dans l'image gothique du terme. Et c'est vraiment génial comme série. Franchement, ça se pissait dessus. En plus, c'est assez court. En plus, les épisodes, c'est quoi? C'est 25-30 minutes. Et ça a l'audace. C'est 8 ou 10 épisodes par saison. Ouais, ça c'est produit par Taika Waititi, mais au moins c'est pas lui qui a écrit tout. Ce qui rend le truc encore plus drôle que ce que n'était déjà le film à la base, quoi. C'est son pote, alors je crois que c'est son pote qui était aussi dans le film, qui écrit majoritairement qui réalise aussi les épisodes. Je sais plus c'était quoi son nom, c'était Jermaine Clément, qu'on retrouve aussi il est dans Avatar 2. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah ouais. Mais j'ai pas vu Avatar 2. Ah, tu l'as pas vu, putain. J'ai le premier pour Shitlist, le 2, faudra me forcer à le voir. Et il joue, Jermaine Clément joue en fait un capitaine d'un navire en fait dans Avatar 2, qui chasse une baleine. D'accord. Enfin, il chasse pas la baleine, ils veulent la protéger d'ailleurs. Et c'est extrême. Enfin, quand je l'ai vu arriver là, j'ai fait, ça y est, le film a perdu la crédibilité. Pour moi, il est obligé de sortir une blague, il est obligé de faire quelque chose de drôle. Ce n'est pas possible qu'il ne soit là, rien que pour ça. Donc voilà. Non, What We Do in Shadow, c'est dispo sur. C'est une série FX, c'est dispo sur Canal+. Alors, je sais pas si c'est dispo sur MyCanal, mais c'est pas dispo sur Disney+. Parce que sinon, j'aurais jamais pu la voir en fait. Non, je crois que c'est MyCanal, ouais. Ouais, c'est MyCanal. Quel truc, ouais. Mais vraiment, si vous voulez vraiment une série comique c'est vraiment excellent comme série, avec un casting vraiment, et puis des guest stars qui sont liés à ce univers-là, parce qu'on voit un moment Wesley Snipes
qui est considéré comme un chasseur de vampires, mais qui est quand même mi-vampire. Donc quelque part, il fait partie du conseil aussi. Il a le droit de donner son avis. Ouais. Il y a des vampires de plein de films et de séries de la pop culture. Ouais. Il y a True Blood. Il y a True Blood, il y a à un moment donné, il y a Tilda Swinton, vu qu'elle a joué un vampire, elle est dedans aussi, elle joue le rôle du conseil. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est extrêmement drôle, quoi. C'est vraiment à se fendre la gueule, quoi. Donc ouais, What We Do in Shadows, donc dispose sur MyCanal. Et je pense que on va pouvoir finir cette émission. Et je pense qu'on a speedrunné. Non, je crois même pas qu'on a speedrunné. Je crois que la plus courte, c'était... on a pris notre temps, en vrai. La plus courte, c'était Sex Crime. C'était pareil, c'était nous deux. Et je crois que la plus courte, c'était Sex Crime. Et on va pouvoir finir l'émission. Merci à toute l'équipe composée d'une seule personne, Manu. Merci à toi. Merci au public. Merci au public, merci d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe au coin pop en ce moment? Au coin pop, en ce moment, rien du tout. Rien, c'est Waouh. On a eu l'épisode avec Mathieu, post Gérard May. Gérard May, mais sinon rien de prévu puisque Star Trek est en pause et que c'est notre seul truc. Donc il faut qu'on tourne des trucs, mais rien de prévu. À part du coin lecture toutes les 2 semaines, quoi. Là, ça sera la semaine prochaine. Super. Écoutez-nous pour le début de la fin, produit donc et hosté par Marie-Clémentine et Alizé. Elle continue du coup le récap de Severance toutes les semaines, tous les jeudis. Vous avez le récap de l'épisode précédent, plus du théorie crafting et de l'analyse sur l'épisode. Ça dure à peu près 1 heure, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va pas pousser à 3 heures non plus par épisode. Ce serait quand même un peu dur. Donc tous les jeudis, vous pourrez retrouver un épisode du début de l'Effins dessus. Normalement, le mois prochain, dans 6 semaines, je pense qu'il y aura une review sur la série et de Max The Pit, qui est le sorte de successeur de Urgence. Sinon après Peak Gaming, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch Gaming. En ce moment, donc j'ai passé Outer Wilds, je l'ai laissé un peu en pause pour me lancer sur un défi en attendant d'autres gros jeux qui arrivent. Donc Grand Theft Auto Permadeath 4, donc c'est-à-dire que je dois finir GTA 4 sans crever, sous peine de recommencer. Et bien sûr, Stacno est en train de nous recommander, effectivement, c'est lui le premier clip parce que c'est lui qui a pris donc le clip de ma mort, dans ma première mort. Ça va, j'étais arrivé à la 7ème mission, donc j'ai recommencé que 45 minutes en rushant. Ça va, mais là maintenant le problème c'est que les enjeux sont beaucoup plus élevés parce que là je suis au tiers du jeu. Il y a 69 missions, je suis à la 27ème. Donc ça veut dire que je meurs. Je vais devoir me rataper 27 missions plus les missions, enfin les quêtes où le cousin de Nico dans le jeu appelle Let's Go Bowling. Pourquoi faire ça? Parce que c'est drôle. En fait, parce que c'est fun, parce qu'il y a quand même un truc, parce que tout le monde connaît GTA 4, tout le monde l'a fait. Mais là, de se dire non, que quand même... 4, c'est un des rares que j'ai pas fait en fait. J'ai fait 1, 2, 3, 5 et Vice City, je crois. Bah, il est incroyable le 4. Franchement, c'est le meilleur. Enfin, là, je suis en train de le refaire, je me dis putain, mais c'est incroyable en fait. Pourquoi ils ont pas repris la même équipe pour le 5? Non, enfin, ils ont utilisé une autre équipe. Mais moi, j'aime beaucoup le 5. Je comprends pas tes critiques. Bah, c'est plat un peu quoi. Enfin, c'est très c'est un rageux, Luc. C'est un rageux de GTA 5. Peut-être un élitiste. Mais je referai aussi GTA 5. Je ferai GTA 5 en permadef. Quand j'aurai fini le 4, enfin si je le finis, si je tombe pas dans une boucle où je vais mourir comme une merde à chaque fois, mais pour l'instant, ouais, 27ème mission sur 69. On y croit, et en tout cas, il y a du monde dans le chat à chaque fois prêt à clipper au cas où si je meurs. C'est toujours un plaisir de savoir que quelque part, il y a des gens attendent que tu tombes pour pouvoir se délecter de tes propres larmes. Voilà pour ça, donc après, je crois que la semaine prochaine, alors quand l'épisode va sortir, je pense que j'aurai commencé le nouveau jeu d'Obsidian. Le nouveau RPG d'Obsidian qui est Avowed, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça le titre, un peu complexe, mais en tout cas, c'est un truc d'Heroic Fantasy que je vais faire aussi. Puis il y a le Yakuza Pirate qui va sortir aussi avec Majima, donc que je ferai aussi. En plus donc de Grand Theft Permadeath 4, bien entendu. Donc voilà, la semaine prochaine, on va parler, après avoir parlé d'Angela, de Captain America, de Paddington 2, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Quel film de merde? Le Loup de Wall Street les et les tuches. Non, le Loup de Wall Street, il était pas encore mort. Donc les tuches, on va enfin parler de David Lynch, voilà. Rendre hommage au grand cinéaste américain, bien sûr, qui nous est tombé dessus, enfin son décès nous est tombé dessus un peu brutalement.
Donc on va faire non pas Mulholland Drive parce que sinon on va pas tirer les cartouches directement quand même, sinon ce serait pas drôle. On va parler d'une histoire vraie, donc de David Lynch la semaine prochaine pour Peak Cinéma. Préparez vos Blu-ray, préparez aussi votre mouchoir parce que ça va pleurer, parce que c'est un film très émotionnel, c'est un film magnifique. C'est un film qui va se faire défoncer par Marvin, je vous le dis direct. Mais c'est un film pour moi un de mes préférés de David Lynch, donc il sera forcément très haut dans la note. Je vous conseille de le regarder, c'est vraiment très bien, c'est incroyable, la musique est belle, les jeux d'acteurs, enfin si se passe avec dedans, vous allez voir, j'ai du mal avec le misérabilisme, mais là je suis pas très empathique, mais là elle me fume dans le film, elle me fume ma race quoi. Donc voilà, donc la semaine prochaine du coup une histoire vraie. Et bien sûr, soutenez-nous sur Patreon pour des émissions exceptionnelles comme celle-ci, où nous sommes deux vraiment de boss, j'ai envie de dire. Donc le forfait à 3€ Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure et sans pub. Le forfait à 5€ Shitlist Plus, qui permet d'avoir l'épisode en avance plus les épisodes exclusifs. Et le forfait à Hall of Fame 10€ qui permet d'avoir tous ces bonus plus le remerciement éternel. Et là, vous étiez nombreux cette semaine à débarquer dans la teuf. Merci Nico pour le Shitlist Plus. Merci Julien qui a rejoint le Hall of Fame. Merci Nicolas également qui a rejoint le Hall of Fame. Merci Soso Manette également qui a rejoint le Hall of Fame. Merci Stacano, effectivement, donc le clipper fou, j'ai envie de l'appeler, qui vient de rejoindre le Hall of Fame aussi. Merci Mathieu qui vient de rejoindre le Shitlist Plus. Et merci Rickno qui vient de rejoindre le Shitlist Plus. Donc on remercie bien sûr le Hall of Fame, alors le Hall of Fame qui commence à devenir extrêmement nombreux. Sepnatch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Castel, Sorel Bauer, The Griffkeeper, Grustin Blue, David notre Alligator, Igandi, Cam, Angelo As, Nicolas, Julien, Soso Manette et bien sûr le dernier Stacano. Donc la semaine prochaine on est là pour du David Lynch, shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. D'ailleurs Shitlist va peut-être finir plus tôt que prévu, on va peut-être pas attendre juin pour finir Shitlist parce que je sais pas toi Manu, moi ça me casse les couilles, ça commence à me faire chier. On est bien sur Peak Cinéma, on est vraiment très bien, mais ça n'empêche pas que sur Peak Cinéma je vais parler de merde hein. Vous attendez-vous à avoir un Taxi qui va arriver dans la gueule hein, parce que Taxi est populaire, donc Taxi c'est du Peak Cinéma pour pas mal de monde, donc attendez-vous quand même à de belles grosses merdes quand même. Et puis bon, c'est pour le référencement aussi, mais chut, ne dites rien. Voilà pour ça. Et donc on se dit abonnez-vous, vous aurez plus de mon chat à l'écran. Voilà exactement. Faites des emotes de Elliot. S'il veut regarder la cam, vas-y. Mets sa tête devant la cam. Il y a peut-être des emotes qui peuvent tomber. On ne sait jamais, il y a des emoteurs fous. Regarde la cam, Lidou. Non. Elliot, fais un effort. Non, c'est la timidité. Oh, ouais. Le regard. Ouais, il est trop mignon quand même. Le Elliot Stare est incroyable. Magnifique. Bon. Splendide. Désolé pour les emotes. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Allez, ciao, ciao. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.